Oui, donc je vais vous parler des agitations aux urgences. Euh, Pourquoi? Ah, ok. Donc, il faut savoir que c'est environ, selon les statistiques de l'ORU, 1 voire 2% des motifs d'admission dans tous les services d'urgence de France. Il faut garder en tête que la prise en charge d'un patient agité, c'est une urgence absolue, comme un SCA ST+, parce que ça peut vite monter dans les tours. Et donc oui, comme je mets après secondairement, voilà, le but est de prendre en charge rapidement ce type de patient pour éviter l'escalade vers la violence et le passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Donc par rapport à ça, au niveau des recommandations, il y a plusieurs textes qui sont sortis. Il y avait un texte qui était un petit peu ancien de 2002. Il y a une recalisation qui a été faite en 2021 sans grand changement, mais plus sur un côté un peu médico-légal, mais je reviendrai dessus. Mais en gros, sur les principales recommandations qui existent aujourd'hui, c'est ces papiers-là. En gros, on a environ l'agitation aux urgences. Alors, qu'on soit bien d'accord, là, je vais vous parler du patient agité, pas du patient confus, dément. Ça, c'est de la gériatrie, c'est les gériatres qui vont s'en occuper. Là, je vous parlerai que des gens agités, sans troubles cognitifs. Donc, c'est à peu près les 2 tiers des cas des causes psychiatriques qui provoquent l'agitation. Dans 20% des cas, on retrouve des causes toxiques. Et après, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Dans 5 à 10% des cas, l'agitation n'est ni due à une maladie psychiatrique, ni due à une cause toxique. Mais en fait, c'est une maladie organique. Et dans l'idée, il faut prendre en charge rapidement le patient parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une escalade dans l'auto ou l'hétéroagressivité. Mais surtout, il faut dépister rapidement ce qui n'est pas, ce qui est organique et qui peut en fait vite décompenser. Les causes organiques, vous avez les causes neurologiques, les méningoencéphalites. Nous, c'est déjà arrivé d'avoir une méningite aux urgences qui s'est présentée sur un tableau d'agitation sans fièvre. Et c'est sur un bilan fait, vu qu'il n'était pas connu psychiatrique, qu'on a vu qu'il avait un syndrome inflammatoire, qu'on a fait l'APL et c'était une méningite. Donc, vraiment, se méfier des patients agités, surtout quand ils sont jeunes. Il y a des causes métaboliques, et puis après l'hypoxie, l'hypercapnie. Alors plus l'hypoxie agite que l'hypercapnie. L'hypercapnie est plutôt tendance à endormir les gens. Voilà. Après, les douleurs, fécalo-mérailleux, c'est plus pour les personnes âgées, donc c'est rare, mais ça peut arriver quand même chez les jeunes. La fièvre et les états de choc. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, donc effectivement, c'est d'éliminer principalement ces causes organiques. Après, pour ce qui est du reste, je vous parle de causes psychiatriques et toxiques, mais bien évidemment, les causes, elles sont souvent associées. C'est du et ou, quoi. C'est psychiatrique et ou toxique. Et ça potentialise un peu les effets de l'agitation. À la prise en charge initiale, ce qu'il faut faire, c'est assurer la sécurité. Donc, installer en box rapidement. Donc, quand on vous dit qu'il y a un patient qui est agité à l'entrée des urgences, il faut rapidement faire de la place dans un de vos box, vider au maximum les objets. Alors souvent c'est l'équipe paramédicale qui vous prévient, mais si vous êtes en première, si vous êtes la première personne qui tombe dessus, faut prévenir effectivement l'équipe paramédicale et le médecin. Et approcher du box le brancard à contention qui est préparé. Vous avez un brancard à contention maintenant à Pellegrin qui est déjà prêt? Oui. Ok. Alors, si on fait juste le mini algorithme qui est dit dans les recommandations par rapport à la prise en charge des agitations, tout d'abord, donc on définit l'état d'agitation et ensuite on recherche une cause organique rapidement avec certains éléments indispensables, quel que soit le degré d'agitation. Donc, un examen clinique sommaire avec les possibilités selon l'état du patient, une température, une glycémie, une saturation. Il faut garder en tête que les 3 trucs qu'il faut avoir à chaque fois, quel que soit l'état d'agitation, c'est ces 3 paramètres-là. Les autres, on verra après au déco. Mais à l'entrée, c'est ce qu'il faut demander. On essaye de voir si y a une cause organique à partir de là. Si on n'en retrouve pas, après on s'oriente vers une prise en charge de l'agitation d'un patient plus ou moins intoxiqué, plus ou moins psy.
Initialement, on va essayer de faire une approche relationnelle. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Si ça ne marche pas, on passera sur contention physique plus chimique dans la prise en charge. Alors, quand on revient au tout début, à l'examen clinique, ce qui est très important, même plus d'examiner le patient, parce que des fois c'est compliqué, c'est l'interrogatoire. Alors, souvent l'interrogatoire du patient, il est compliqué, mais des proches ou alors des moyens de secours qui vont amener le patient. C'est souvent là où vous allez avoir le plus d'éléments. Donc surtout, et ne faites pas partir trop vite, soit les pompiers, soit les forces de l'ordre, enfin les personnes qui amènent ces gens-là. Souvent, c'est eux qui vont être les personnes au début ressources pour que vous compreniez ce qui se passe. Et si, on va dire, quand ils arrivent, ils ont peu d'éléments, vraiment interrogez-les pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé. S'il y a des proches, bien évidemment, c'est plus simple, mais c'est rare. Voilà, l'examen clinique, je vous en ai parlé. Et après, oui, des examens complémentaires à faire à l'entrée, c'est pas compliqué. Si le patient il est clairement intoxiqué et que vous avez une anamnèse claire là-dessus, où il est connu pour des antécédents psy et l'anamnèse correspond clairement là-dessus, il n'y a pas d'examen complémentaire à faire. En dehors d'une intoxication à risque organique, s'il a pris du lithium, s'il a pris, enfin, il a pris un médicament qu'il faut techniquer. Si par contre vous avez une anamnèse qui n'est pas claire, vous n'avez pas d'antécédents psy, en gros l'histoire vous paraît, vous n'arrivez pas à raccrocher tous les wagons pour une cause psychiatrique et ou une intoxication, dans ces cas-là, il faudra faire un bilan, notamment pour éliminer un syndrome inflammatoire, des troubles métaboliques, voilà, entre autres, initialement. Donc là, maintenant, je vais m'attacher à la partie, vous avez éliminé la cause organique. Donc on est face à quelqu'un qui est agité, et qui a pris plus ou moins des trucs et qui est plus ou moins psy. Il y a deux cas de figure. Soit l'agitation va être rapidement contrôlable, soit l'agitation va être incontrôlable. Là, je vous ai énuméré des facteurs de risque qui ont été démontrés chez des patients qui ont été agités. Et selon les facteurs de risque, il y a un risque que en fait, l'agitation soit contrôlable ou incontrôlable. C'est des études qui ont été faites en psychiatrie, parce qu'on n'a pas beaucoup d'études dans les services d'urgence. Généralement, bon, c'est des choses assez évidentes, hein. Les patients dont l'agitation va être contrôlable et rapidement, ils vont baisser en tension aux urgences. C'est des gens avec lesquels vous allez pouvoir discuter, récupérer une anamnèse, ils vont se détendre, ils vont accepter les soins, de s'allonger, et progressivement, vous allez avoir une collaboration avec eux. Ceux pour lesquels ça va être compliqué dès le départ, c'est ceux qui sont injurieux, qui restent pas en place, l'entretien est impossible, qui ont déjà des antécédents d'agitation. Regardez toujours Dexker avant de voir les patients. Si vous voyez qu'il s'est fait attacher 3 fois, il est possible que ce soit la 4e, hein, quand il revient. Le sexe masculin plutôt jeune, et puis effectivement toute l'agitation psychomotrique, le refus de s'asseoir, l'incapacité à rester en place, des gens qui ont des mouvements anormaux, voilà, ou des changements brutaux d'attitude, cela, ça va être compliqué et on sait que rapidement, on va s'orienter vers la contention. Dans tous les cas, soit, je pense que dans tous les cas, il faut essayer initialement l'approche relationnelle, quel que soit le patient, et si l'approche relationnelle ne marche pas, passer donc à la contention. Alors, qu'est-ce que c'est l'approche relationnelle? Ça a été un peu, on va dire, théorisé par certains urgentistes et surtout par certains psychiatres. C'est comment on essaye de communiquer pour essayer de calmer quelqu'un qui est en état d'agitation. Donc déjà, initialement, il faut faire ça dans un environnement séparé. Quand vous avez récupéré les éléments des forces de l'ordre et ou des pompiers, vous les mettez à l'écart. Parce que souvent, ça s'est mal passé des fois à la phase initiale, le ton est monté, et donc la personne qui est agitée, rien qu'en voyant les personnes qui l'ont amené aux urgences, des fois, c'est ça qui le fait monter. Donc, dans un environnement séparé du contact avec les proches et les autres patients, et aussi, on va dire, les transporteurs. Il faut garder la porte ouverte, garder une certaine distance avec le patient, minimum 1 mètre.
s'asseoir pour parler si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous restez debout. Surtout, essayez d'avoir une hauteur vis-à-vis du patient. Donc, si le patient est debout, vous restez debout, vous gardez 1 mètre. Si par contre le patient est allongé, vous pouvez vous asseoir en prenant cette distance d'1 mètre. Il faut rester ferme, vigilant et calme. Se présenter, alors je vais vous le dire, hein, ce qui est marqué dessous, parce que je pense que le PowerPoint s'affiche mal sur le logiciel là, mais en gros, l'idée c'est initialement, vous dites qui vous êtes, ce que vous faites, et vous lui demandez alors qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Vous voyez qui répond pas ou qui vous agresse, vous reprenez, vous lui proposez à la rigueur, est-ce que vous voulez prendre quelque chose pour vous calmer? Est-ce que vous voulez aller fumer une cigarette? Des fois, ça peut être ça aussi, si vous sentez qu'il n'est pas hétéro-agressif, mais juste un peu tendu verbalement. Ça peut être des fois une solution, c'est ce que font souvent les médecins au CECOP, hein. Ils ont un paquet de clopes pour pouvoir calmer tous les patients un peu en agitation psychomotrice, et des fois, une cigarette, ça les calme. Et voir comment ça se passe. Donc, vraiment essayer au début d'être calme, de voir si vous pouvez coopérer avec lui, arriver à y avoir un lien de coopération et voir comment les choses se présentent. Il y a une technique qui a été inventée par les psys, par acronyme ERIC, c'est écouter ce qu'il y a à dire, reformuler en s'assurant d'avoir compris, interroger pour obtenir le max d'informations et conclure un accord. Le plus important, c'est le C, c'est conclure un accord. Voir si vous pouvez collaborer avec lui. Ça, c'est la technique de l'approche relationnelle. Des fois, ça marche, hein. Enfin, on y arrive, nous, ça prend du temps, mais ça peut marcher et ça peut éviter d'en arriver donc à la deuxième étape, qui est la contention. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, il faut que dans votre tête, quand vous avez un patient agité, vous pouvez toujours essayer l'approche relationnelle, mais il faut rapidement que ça marche. Si vous voyez que après 2-3 fois où vous essayez de le calmer, de le remettre dans une réalité, de conclure un accord, ça ne vient pas, il faut rapidement passer à la case contention. Et au moment où vous dites à un patient que là, c'est pas possible, il se met en danger, il est dangereux, et que vous allez l'attacher, vous l'attachez. Il n'y a pas de retour en arrière. Quand on dit à quelqu'un qu'on va l'attacher, on ne peut pas dire, s'il se dit tout de suite, non, non, mais je vais me calmer, c'est trop tard, parce que là, sinon, il va vous manipuler. Normalement, vous avez pris assez de temps avant pour essayer de contrôler la situation n'est pas contrôlable, vous dites, écoutez, monsieur, là, vous êtes trop dangereux, on va devoir vous attacher. Point. Donc, cette contention physique, on l'a fait qu'en cas d'approche relationnelle inefficace, pour lui dire, bien évidemment, qu'il va être contentionné parce qu'il se met en danger. Et bien évidemment, à elle seule, la contention physique, ce n'est pas la seule mesure thérapeutique. Il va évidemment falloir mettre une contention chimique. Qui dit contention physique dit contention chimique. Toujours les deux ensemble. On n'attache jamais quelqu'un sans lui avoir donné quelque chose après ou avant, mais bon, souvent après. Au niveau médico-légal, elle est toujours temporaire, elle est prescrite. Il faut absolument que vous la prescrivez et elle est surveillée, et il faut aussi absolument que vous prescrivez la surveillance. Alors, je ne sais pas trop comment c'est à Pellegrin. Nous, on a des protocoles tout faits à Saint-André. On a juste à cliquer et les infirmiers ont la surveillance et la prescription des contentions 4 membres. Pareil, 4 membres. On ne contentionne pas quelqu'un au niveau des 2 mains. On contentionne toujours aux 4 membres, plus ou moins à la ceinture, s'il est corpulent. La sédation médicamenteuse, ça je vous l'ai dit. Et donc la traçabilité du processus décisionnel, ça je vous l'ai dit. Ah oui, non, je ne vous l'ai pas dit. En gros, la date et l'heure de la contention, bon, elle est implicite sur la prescription. Mais ce qui est important pour vous couvrir par rapport à les problèmes maintenant qu'on a au niveau médico-légal, c'est que dans le dossier, vous explicitez pourquoi vous l'avez attaché. Ça peut être juste patient arrivé en état d'agitation, hétéro-auto-agressif, approche relationnelle impossible, contention 4 membres. Tout est dit dans cette phrase, il n'y a pas besoin de plus. Donc la contention physique, donc ça se présente comme ça, vous connaissez tous, c'est minimum 5 personnes. Ok? Et j'insiste lourdement là-dessus, on ne fait pas des contentions à 2, à 3, on les fait à 5. Il y a une personne qui coordonne l'action et prend en charge la tête, c'est généralement le médecin, ça, et 4 autres personnes qui prennent en charge les membres. On essaye de déshabiller le patient, on couvre d'un drap, on foule tout ce qui peut être dangereux pour lui et pour nous.
La tête du brancard doit être légèrement surélevée, comme vous voyez, pour éviter les risques d'inhalation quand il sera somnolent suite à la prise du médicament qu'on va lui donner. Je mets formation. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est plus trop d'actualité. C'est vrai qu'on avait un souci de formation des paramédicaux à une époque. Maintenant, ils sont limite meilleurs que nous sur la gestion de la mise en place des contentions. Mais c'est vrai que c'est important quand vous arrivez dans un nouveau service, être sûr qu'il y a un brancard à contention et qu'il y a certaines personnes qui savent l'utiliser. C'est pas quand il faut attacher qu'il faut essayer de comprendre le mécanisme de contention. Après, elles sont assez universelles. C'est toujours un système d'aimant avec des petits trous perforés à fixer. Bon, vous l'avez déjà vu. Cette contention physique, elle peut parfois être mise même avant que vous ayez vu le patient. Ça peut arriver. C'est-à-dire que les paramédicaux à l'entrée ont vu le patient et il était tellement agité qu'ils n'ont pas attendu que vous arriviez pour voir si une approche relationnelle était possible ou vous récupérez l'amnèse, enfin tout ce que je vous ai dit avant, il attache. Et donc dans ces cas-là, ben, effectivement, vous presserez dans un second temps la contention. Alors là, c'est là où la théorie et la pratique diffèrent, c'est-à-dire qu'il nous est dit que quand on fait une contention physique et qu'on a sédenté quelqu'un, on devrait en théorie euh, la lever sur prescription médicale. C'est jamais ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, alors nous, à notre expérience sur Saint-André, quand on met une contention, on garde la contention jusqu'à ce que le patient ait vu un psychiatre. Et après, c'est le psychiatre qui décide si on lève ou pas la contention. On la lève, enfin, jamais aux 99% des cas. Quelles sont les contre-indications à mettre en place une contention physique? Eh ben, c'est l'affection organique. Donc, ça veut dire que vous êtes passé, enfin, en gros, initialement, il y a eu un truc qui est passé inaperçu. Mais en tout cas, si un mec fait une méningite et qu'il est agité, on ne va pas l'attacher. L'utiliser à titre de punition, réduction de l'anxiété de l'équipe ou confort, ou le manque de personnel. Alors, utilisation à titre de punition, réduction de l'anxiété de l'équipe ou confort, je pense que vous avez tous été confrontés, ou vous serez confrontés à la phrase tu ne veux pas l'attacher parce qu'il est relou. C'est pas parce qu'il est relou qu'il doit être attaché. Il est attaché parce qu'il est dangereux, soit pour lui, soit pour vous. Mais c'est pas un motif de contention. Donc, si on vous met la pression par rapport à ça au niveau paramédical, il faut que vous soyez droit dans vos bottes. Quitte à reprendre du temps avec le patient qui est relou et refaire le point avec lui. Peut-être reprendre les éléments d'une approche relationnelle pour voir s'il pouvait avoir un contrat avec lui. Et bien évidemment, dans la contention physique, je vous l'ai dit tout à l'heure, le manque de personnel. Je ne sais pas, imaginons que vous pouvez être que trois pour attacher quelqu'un, et ben vous l'attachez pas. Et tant pis. Alors évidemment, si c'est une jeune fille de 18 ans, toute fine et tout ça, ça peut se discuter. Mais généralement, c'est pas ça. C'est souvent des gens assez colosses. Et si vous pouvez pas l'attacher à 5, c'est que si vous le faites, vous vous mettez en danger. Et si vous vous mettez en danger, c'est là où vous allez vous prendre un coup. Donc, nous, ça nous est déjà arrivé aux urgences de Saint-André où il y avait des gens qui étaient en plus très colosses, on n'était pas assez nombreux pour l'attacher, ou alors on n'était pas en capacité humaine, vu les gabarits qu'on était, pour l'attacher. Le patient, il a dit je me casse, on l'a laissé partir et après on l'a déclaré en fugue et on a appelé la police. Donc il ne faut vraiment pas vous mettre en danger. Si la situation n'est pas contrôlée et pas safe pour vous, tant pis, on n'est pas là pour se faire casser la gueule. On laisse partir les gens et par contre, bien sûr, on déclare la fugue et on appelle la police et on dit il y a un gars, il y a un fou furieux qui est sorti, il faut le récupérer. Et là, après, avec la police, on l'attache, on le reprend aux urgences s'il le retrouve. Donc, je vous ai dit contention physique, mais il y a aussi contention chimique. Donc, qu'est-ce qu'on donne? Des trucs d'action courte, de demi-vie courte, avec des effets secondaires minimes, assez évident. Les voies d'urgence, plutôt IM sous-cut. Et donc, pour ça, on a deux classes de molécules qu'on connaît bien, c'est les benzos et les neuroleptiques. C'est celles qui sont utilisées en psychiatrie et c'est celles qu'on utilise aux urgences. Bien évidemment, une contention chimique induit une surveillance, pareil que la contention physique. La surveillance de la contention physique, c'est voir s'il n'y a pas de traces au niveau des membres, si c'est pas trop serré.
s'il n'a pas bougé, il n'a pas détendu les contentions. La surveillance de la sédation, c'est tous les paramètres pour être sûr qu'il n'est pas trop dans les choux. Les voies utilisées, donc on peut utiliser le Péros, mais ça c'est une voie qui est utilisée que quand l'approche relationnelle est possible. Bon, vous voulez prendre un truc pour vous calmer, oui je veux bien, allez c'est reste à 10, et donc voilà, et donc là on peut lui donner dans la bouche. Quand on est au stade de la contention physique, on peut plus être dans cette situation-là et on privilégiera la voie IM. La voie IV n'est pas utilisée dans ce cas de situation, dans ces situations-là. On peut aussi utiliser la voie intranasale. Elle est facile d'accès et peu traumatisante. Je vais vous en parler là. Ouais, j'en ai, voilà. Donc, en fait, la voie intranasale, normalement, on a tous des dispositifs, maintenant des seringues qui s'appellent des seringues NAD, où en fait, il y a une seringue avec un embout triangulaire pour pulvériser un produit qu'on a mis dans la seringue. Et pour l'agitation, alors c'est utilisé pour pas mal de choses aux États-Unis, pour les overdoses aux opiacés, ils mettent du Narcan en intranasal, ils l'utilisent aussi, ils mettent de l'axilo pour faire les sondes nasogastriques en intranasal avant le geste. Nous, en France, elle est peu utilisée, un peu en pédiatrie dans les cas de crise épileptique. Et pour les adultes, on l'utilise principalement pour l'agitation et on utilise de l'hypnovène. On peut faire en intranasal. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un délai d'action assez courte. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que c'est de l'hypnovène, donc ça ne dure pas très longtemps. Faut pas l'utiliser si effectivement il pisse le sang du nez, mais ça c'est une évidence. L'altération déjà de la conscience, mais déjà vous ne contentionnerez pas s'il y a une altération de la conscience. Une allergie conio-midazolam, bon, ça généralement on ne le sait pas à l'entrée, mais c'est pas très grave. Mais surtout voilà, si vous voyez qu'il a le nez formé ou il pisse le sang du nez, vous n'allez pas lui mettre du midazolam en intranasal. Oui, juste, parce que je crois que j'avais mis une autre diapo par rapport à ça. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on peut utiliser ça? L'intérêt de la voie intranasale, en fait, c'est que quand vous allez faire votre seringue de tertian ou de Loxapar, peu importe, habituel, après l'avoir attaché, vous avez un intervalle libre de 30 à 45 minutes où le gars, il hurle dans les urgences. C'est un peu relou et on est obligé d'attendre que le neuroleptique fasse effet. L'intérêt de l'intranasal, c'est que il va diminuer cet intervalle libre. C'est-à-dire que vous allez lui faire l'intranasal de midazolam, ça va un peu le sécher pendant 15-20 minutes et en même temps, vous lui faites l'IM de l'Oxapac ou de Tertian. Comme ça va prendre le relais derrière. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est d'éviter d'avoir cette phase où ça hurle encore et on n'a pas encore l'efficacité du neuroleptique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour rapport à l'intranasal, il faut des concentrations maximales, vu qu'on n'a pas le droit de mettre plus de 1 ml dans les narines. Les seringues NAD, là où il y a le pulvérisateur, c'est des toutes petites seringues d'1 ml. Et en fait, si on met plus d'1 ml, il y aura un jetage postérieur. C'est-à-dire que ce que vous mettrez passera dans la gorge. On n'utilise que ces seringues-là. On ne peut pas utiliser une seringue classique pour aller le mettre dans le nez parce que là, il n'y aura que du jetage postérieur. Il faut vraiment qu'il y ait une pulvérisation pour que ça rentre dans la muqueuse nasale. Et donc, c'est des seringues particuliers, c'est des seringues de 5 mg pour 1 millilitre d'hypnovène. Et nous, on en a aux urgences et c'est utilisé que pour ça. En fait. On les utilise vraiment que pour faire des intranasales. On fait généralement 1 ml, petit gabarit, ou sinon on peut faire 2 ml, donc c'est 1 ml par narine max, ok. Mais quand ils sont fins, on fait juste un côté de narine, on les met sur le côté, on met la tête sur le côté et on appuie fort avec la seringue pour que ça sorte d'un coup. Et quand ils sont un peu costauds et qu'on voit qu'ils sont un peu toxicaux, on peut faire dans chaque narine 1 ml, mais pas plus. C'est clair? Ouais. Quand on revient aux molécules disponibles, je l'ai dit, il y a les benzos, il y a les neuroleptiques. Ça, vous connaissez, hein, c'est de la D4, c'est les effets, les avantages, les inconvénients, les avantages des benzos. Ce qui est bien avec les benzos, c'est anxiolytique, c'est sédatif, c'est anticonvulsant, c'est mieux relaxant. C'est une utilisation facile et peu risquée. En plus, on a le flumazémil si on voit qu'ils sont trop enfoncés pour les antidoter.
Et les effets secondaires sont moins importants que les neuroleptiques. Les inconvénients des benzos, c'est que c'est vrai, selon les personnes, eh ben, en fait, ils ne vont pas réagir de la même façon. Quand on fait une IM de Valium, il y a une résorption musculaire qui est des fois pas la même pour chaque personne et pour la même dose, donc il y a une efficacité qui est inconstante. Pour les âges extrêmes, ça c'est plus de la gériatrie, effectivement, on peut avoir des agitations sous benzo, c'est rare, mais il faut le savoir. Et les principaux effets secondaires, c'est hypotenseur et dépresseur respi. Et pour des doses quand même relativement élevées, on n'est pas dans le cadre des doses de l'agitation normalement. Qu'est-ce qu'on a au CHU possible comme benzodiazépine? Alors, en Péros, on peut utiliser le lorazépam, le Temesta. On peut utiliser aussi l'oxazépam, là, vous voyez, le Seresta. Bon, on est plus Seresta, 10, 50, ça dépend des antécédents du patient et est-ce que déjà il est imprégné en médicaments de base. Après, au niveau IM, pardon, on peut utiliser du tranxène, c'est assez rare. Et puis, c'est vrai que le problème du tranxène, c'est que ça a une durée, une demi-vie qui est très longue. Donc, ça les ensucre longtemps. Donc, on est plutôt sur du Valium, qui a une demi-vie qui est plus courte et qui est mieux résorbable dans le muscle. L'hypnovel, bah, comme je vous l'ai dit, pas trop utilisé en IM. Nous, dans la CHU, on l'utilise beaucoup en intranasal dans le cas de l'agitation. Les neuroleptiques, les avantages, c'est que normalement, eux, ils sont efficaces et reproductibles. Le désavantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires. Je ne reviens pas dessus. Syndrome malin, voilà, les troubles du rythme, tout ça, vous connaissez. On a plusieurs médicaments disponibles au CHU. Alors, à Pellegrin, je sais que vous êtes plus Loxapac en IM. Saint-André, nous, on est plus tertian. Bon, généralement, on fait une ampoule en IM. On peut parfois faire une demi-ampoule quand on est face à une personne, un jeune très fin, enfin voilà, pour lequel on pense qu'une ampoule, ça va trop le sécher. Donc, des fois, ça arrive qu'on fasse une demi-ampoule, mais généralement, c'est une ampoule IM. L'aldol peut être utilisé des fois, c'est rare, on l'utilise en gouttes ou en IM, c'est plutôt Perrin qui utilise ça, moi d'après ce que j'ai compris, pour l'agitation, ils aiment bien ça parce qu'il y a une composante sur les hallucinations. Généralement, les patients qui arrivent à Perrin, ils sont plus intoxiqués, ils sont juste psychiatriquement décompensés. Et donc c'est vrai qu'ils ont plus tendance à utiliser ça pour jouer sur la composante, on va dire, productive d'hallucination et tout ça en plus de son effet sédatif. Et après, on a deux médicaments qu'on peut donner, nous, par voie Péros. C'est déjà arrivé qu'on donne des neuroleptiques Péros, nous, dans des phases d'agitation où, en fait, l'entretien relationnel s'est bien passé. C'est souvent des patients, en fait, qui ont déjà ces traitements-là. On leur redonne pour essayer de les calmer. Il a déjà du risperidone, il le prend le soir, il arrive dans la nuit profonde, on arrive à faire l'entretien relationnel, on dit est-ce que vous voulez pas reprendre un cachet de risperidone? Et c'est dans ces cas-là où on donne le Péros en neuroleptique. Globalement, voilà, là c'est les posologies. Bon, on revient pas dessus, c'est dans le Vidal. Attention, il y a déjà eu des erreurs. Jamais de dose IV, jamais de dose que vous mettez IM en IV. C'est-à-dire que si vous mettez 50 mg de tertian en IV, bah, le patient il va falloir l'envoyer en réanimation parce que vous allez l'intuber. C'est déjà arrivé. Donc vraiment, on fait que l'IM pour l'agitation, mais ça paraît évident, mais je préfère le dire parce que c'est déjà arrivé. On fait que l'IM et les doses IV ne sont pas les doses IM. Et en conclusion, je vous ai dit au tout début, l'agitation, c'est une urgence absolue. Il y a quelqu'un qui arrive dans cet état-là, il faut que vous fassiez un box comme pour un SkyST+. Si vous le laissez faisander devant les urgences, ça va monter et après vous allez récupérer en vrac. Il faudra le contentionner en urgence. Il faut le récupérer tout de suite pour l'isoler. On ne se met pas en OG, on n'agit pas seul.
Si le patient est trop agressif et que vous n'avez pas toutes les conditions réunies pour l'attacher, c'est OK, partez et vous appelez les forces de l'ordre. J'insiste lourdement, on ne doit pas se faire... voilà, si on n'est pas en état d'attacher quelqu'un, on ne le fait pas, même s'il y a l'indication. On demande de l'aide. Qui dit contention physique dit contention chimique. On le prescrit, on le surveille, c'est médical et légal, il faut que tout soit tracé. Et bien évidemment, ce que je viens de vous dire, je me répète, mais c'est important, c'est pour les jeunes qui et ou intoxiqués, et c'est pas pour les personnes âgées, démentes. OK?